nous voici de retour ici au cœur de la volière du Ludilab pour l'Exploratorium qui se poursuit, deuxième édition et qui se poursuit ici en vrai et avec vous en virtuel. Vous êtes toujours connectés à nous. Et vous pouvez être connectés partout d'ailleurs, sur les réseaux sociaux avec les fameux hashtags. Il y a le hashtag Exploratorium 2021 et c'est l'édition numéro 2 déjà quand même. Et puis il y a également Eiffela, vous savez, c'est cette tour Eiffel, la réplique de la tour Eiffel au 1/10 qui est dans la cour du Ludilab et qui le soir s'illumine. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir sur les horaires d'ouverture du Ludilab pour admirer cette réplique de la tour Eiffel. Eiffela, Y bien évidemment, ou encore Ludilab. Le Y se décline à l'infini. Ludilab ou encore Silicon Vendée, ce sont les hashtags que nous vous proposons. Alors le deuxième regard que nous vous proposons ici maintenant est celui d'un homme qui prône l'alignement. Vous savez, ce lien entre la tête, le cœur et le corps, nos mains. Ça paraît simple, dit comme ça, et pourtant c'est un travail de tous les jours. De toute une vie d'ailleurs peut-être. Il est le cofondateur d'un lieu en Gâtine où on apprend à s'arrêter un moment plus ou moins long sur soi, sur ses envies profondes. Il a d'ailleurs, et il va nous le raconter, il a d'abord connu l'effervescence d'une vie professionnelle trépidante. Je n'en dis pas plus sur cette première partie de vie avant de tout quitter un jour pour retrouver le lien avec la nature, avec lui-même. Co-réalisateur d'un film que vous connaissez peut-être, En quête de sens, qui raconte cette histoire, celle d'une profonde introspection et puis un retour aux sources. Marc de la Ménardière nous rappelle l'impérieuse nécessité de changer, nous adapter, évoluer. Bienvenue à Marc de la Ménardière. Et juste après, vous allez pouvoir réagir et poser vos questions, là, sur le plateau, en direct avec le public présent et également sur la chaîne Twitch du Ludilab. Attention, on lui laisse la place. C'est parti. Applaudissements. Marc, c'est à vous. Bonjour à tous. Moi, je viens vous parler du rêve américain et surtout comment on peut passer du rêve américain au rêve de Sévrien. Là, il va falloir un peu d'imagination au début. Surtout que moi, je suis passé vraiment de l'imaginaire des cow-boys à celui des Indiens et de business développeur à New York à maintenant, je pense, électricien, plombier, agriculteur, femme de chambre, enfin voilà. Un vrai changement. Et l'idée, en fait, à travers ça, peut-être que... Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu le film En quête de sens. Il y en a qui ont vu le film En quête de sens ou pas? Quelques-uns, yes. Les autres, vous pouvez rester. Hein, Et l'idée, en fait, c'est de dire, à travers cette quête, on avait fait un grand voyage autour du monde. Il y avait peut-être 90 heures de rush et on n'a gardé qu'1 heure et demie. Et l'idée, c'était vraiment de... certaines clés de sagesse, j'ai l'impression que moi, qui m'ont servi dans ma vie au quotidien pour entreprendre ensuite, de les partager et de raconter pas, bon, ici, le film, il existe, mais peut-être le avant et le après, et de ne pas partir dans un truc, la quête de sens, un truc très forcément compliqué, genre lourd, un peu pesant, mais il y a beaucoup de légèreté aussi et de profondeur en même temps, et essayer de vous partager un peu ça ce soir, et de vous dire voilà, comment est-ce qu'on est passé de New York à Niort, et que ça n'était pas évident tout de suite. Moi, je sais que même quand mes copains, je leur ai expliqué que j'avais déménagé, la première fois d'ailleurs que je les ai appelés pour leur dire que j'étais à Niort, je pense qu'il a compris New York, en fait, parce qu'il y avait comme dans la phonétique un truc qui l'a fait un peu bugger. Et quand j'ai essayé de leur expliquer ce que je faisais, je savais que c'était pas évident. Et je pensais arriver à la campagne et qu'il y aurait des pierres rabies un peu partout. Et quand j'ai repris ce lieu justement où il y avait justement un champ de 4 hectares, l'agriculteur à qui j'ai récupéré le champ, il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire sur ce champ? Parce que je te préviens, le bio c'est de la merde. Donc là, j'ai senti que on n'était pas forcément complètement d'accord. Donc je lui ai dit, hein, moi aussi je suis d'accord que le cahier des charges du bio pourrait être beaucoup plus ambitieux. C'était pas la réponse qu'il attendait forcément. Mais du coup, là, j'ai commencé, puis moi, je ne savais pas faire grand-chose, je n'avais pas forcément tous les outils, donc j'ai dû aussi, grâce à cette quête de sens et le fait d'avoir beaucoup voyagé, de se dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des points de vue, et on est aussi le fruit de nos expériences. Donc, travailler aussi avec les autres voisins, qui n'étaient pas forcément bio, puis ils me prêtaient du matériel, on a commencé à échanger, puis ils venaient aussi travailler avec moi sur le champ parfois, et maintenant, là, ça fait maintenant 3 ans et demi, et il y en a d'eux d'ailleurs, qui va passer en bio, donc ce qui montre que plutôt d'essayer de convaincre les gens, des fois, l'expérience est plus efficace. Et ce genre de petite victoire, en fait, je me dis voilà, que le lieu il sert aussi à ça, à être un endroit d'expérimentation, où nous, les Français, on adore être dans le mental et en fait beaucoup penser les concepts, mais à un moment, le terrain et l'expérimentation nous permettent vraiment de changer nos visions du monde. Et c'est un peu l'enjeu et l'idée de ce que j'ai envie de vous partager, de comment un grand voyage permet d'exploser notre conditionnement, de réfléchir justement à notre manière dont on, avec les lunettes, on va dire, avec lesquelles on regarde le monde,
Et je pense que les crises actuelles qu'on traverse, au-delà de chercher des solutions à des problèmes, c'est vraiment de prendre du recul et de comprendre dans quelle mesure le conditionnement en fait, de sociétés de consommation en fait, nous a fait voir le monde et la nature d'une certaine manière. Et le fait de maintenant de vivre au quotidien proche de la nature, en fait, ça permet aussi de relativiser des choses et sans partir notamment dans quelque chose de trop extrême non plus, remettre un peu le curseur au centre. Donc ça, c'est vraiment voilà, le fait de maintenant, par exemple, en termes d'autonomie, de pouvoir produire ces céréales. Là, je fais mon pain avec mes céréales, moulues au moulin à vent d'à côté. Donc là, en termes de... je pense que je suis pas loin de la miche. Je suis content d'être au Ludilab aujourd'hui, parce que ça me permet quand même de me relier avec la technologie et tout ça. Et c'est pas le but de devenir amiche, mais c'est juste la joie de pouvoir faire des choses avec ses mains, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, je pense que d'avoir essayé de penser les choses en cycle, c'est une deuxième chose que... Après avoir mangé ma baguette, enfin, mon pain en tout cas, j'ai fait une phytoépuration derrière. Donc ça veut dire qu'une fois que ça part, bah, je sais que ça va dans des tuyaux. Donc là, c'est une petite parenthèse, digression, mais j'ai l'impression que je sais où vont mes excréments parce que j'ai du coup construit le chicane par où ça va. Donc je sais qu'il faut 6% de pente. Sinon, ça bloque. Ça, on n'y pense pas quand on est aux toilettes, qu'il faut aussi penser à ce qui se passe. Et derrière, en fait, ça va dans une phytoépuration, donc c'est la nature, enfin c'est les roseaux, qui derrière vont digérer tout ça et qui font de l'eau qui peut être potable, d'après ce que le mec de la phytoépuration m'a dit. Moi, j'ai pas testé. J'ai amené un peu d'eau, s'il y en a qui veulent ou pas tester. Mais pour quelqu'un qui vendait de l'eau à New York, je me dis que ça y est, je suis en train en fait, de revenir en arrière et de nettoyer un peu tout ça. Donc c'est ça que je voulais vous raconter un peu, comment est-ce qu'on est passé de là à là. Bref. Donc pour faire ça, en fait, c'est que moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai promis à mes parents qui étaient... Je vais peut-être commencer par là, en fait. J'ai des parents qui... j'ai fait une promesse avec eux de leur dire que je pourrais faire une école de commerce si je vendais pas d'armes, pas d'alcool et pas de tabac. Voilà. Donc l'eau, je m'étais dit que c'était pas mal. Et la promesse, c'est parce que moi, ils sont éducateurs spécialisés, mes parents. Donc je viens d'un milieu où ils sont plutôt tournés vers le social. Moi, j'ai grandi rue de la Solidarité à Montreuil, dans le 93. Donc il y avait déjà ça qui était posé. Et ils sont très gentils, du coup, parce qu'ils étaient dans ces valeurs-là. Mais ils étaient peut-être très... tourné vers la religion, et donc assez Jésus-centrique, pour moi. C'est que Jésus avait une place très importante dans notre famille, un peu autour de nous. Ce côté très Jésus-centrique, mais avec des très bonnes valeurs. Mais je pense que quand on est un enfant, et que j'en ai 7-8 ans, et qu'on entend des trucs du genre Jésus est mort pour tes péchés », ça vous met la pression, des fois. Et je pense que j'ai du mal à interpréter ça plus tard, parce que je me rappelle une fois dans un petit magasin de journaux, où j'étais en train de... je pense que j'avais dû piquer un magazine de basket comme ça, et j'avais dû me dire Jésus a payé pour ça. Et après, j'en ai peut-être pris un deuxième en me disant bon, qu'il ne soit pas mort pour rien. Et donc, bon, ça prouve que voilà, peu importe l'éducation qu'on a, et des fois, ça crée en fait d'autres trucs dans le cerveau, bref. Mais donc voilà, j'ai grandi avec cet imaginaire-là, et je pense qu'avec du recul, en fait, d'avoir eu des parents qui avaient le sens d'une communauté, des valeurs importantes morales, et aussi le fait de se relier à plusieurs pour réfléchir à quelque chose de plus transcendant, peu importe même la voie. Je pense que ça c'est quelque chose de très positif. Même les neuroscientifiques qui travaillent là-dessus se rendent compte qu'il y a quelque chose de positif là-dessus. Donc j'ai grandi là-dedans en mettant ça un peu de côté, parce que moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui allaient à l'église le dimanche ou pas. Il y en a qui vont à la messe, ou qui allaient à la messe quand ils étaient petits ou pas dans le public. Un peu, ouais. Moi, j'avais l'impression en tout cas que c'était un petit peu long parfois. Alors attendez, je suis censuré. Hop, voilà. Je vais vous remettre. Sinon, je vais reprendre le micro à main. Hop. Je peux reprendre le micro à main ou pas du coup? C'est la blague de la messe. Il ne faudrait pas que je la fasse, je crois. Alors, un petit raccord pour les monteurs. Hop. Et donc voilà, donc je pense d'avoir grandi dans cet univers-là, et de voir parfois aller à la messe et écouter pendant 1h30 un gars qui vous parlait de la joie, mais qui n'avait pas un échantillon sur lui, ça ne matchait pas. Du coup, j'ai grandi un peu là-dedans, puis après j'ai décidé de faire une école de commerce en me disant qu'il fallait un peu comprendre le monde. Et la dernière année d'école de commerce, avant de finir, je suis parti en Bolivie pour un projet d'écotourisme qui était l'idée d'aider des communautés à vivre du tourisme, mais de manière un peu plus durable. Donc j'essayais à chaque fois de mixer un peu ces deux valeurs. Le commerce, c'est quand même ce que j'avais appris. Et là, j'ai pris une grosse claque. Et c'est un peu ça que je voulais vous raconter. C'est ce que j'ai pas pu mettre dans le film, en fait. Et c'est le fait de passer du temps dans cette partie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été en Amérique du Sud ou pas, qui connaissent la Bolivie. Il y en a qui ont été en Bolivie ou pas? Donc c'est un petit pays au milieu de l'Amérique latine, avec des grandes montagnes, avec les Andes au centre. Et au sud de ce pays, il y a un grand désert blanc de sel. Et dès qu'il pleut, on a le ciel qui se reflète sur le sol. Et on ne fait plus trop la différence du coup entre le ciel, la terre
Il y a des volcans un peu partout, des petites communautés indiennes qui vivent là, enfin indigènes, et des lamas, et des flamants roses sur des lagunes multicolores. Donc on est vraiment dans un endroit magnifique. Et le fait de passer du temps avec eux, je pense que à force de pas du tout avoir de sollicitations et de vivre un peu comme eux, moi je voulais leur apprendre des trucs de marketing, mais au fur et à mesure, ils m'ont fait plutôt m'asseoir. Et ils m'expliquaient un peu j'ai vécu selon leur rite. Et pour eux, il y avait cette idée que la Terre est un organisme vivant. Et donc, dès qu'on buvait ensemble pendant les repas, ils mettaient un petit peu d'eau par terre, comme ça, en disant c'est pour la Pachamama. Et c'est dans le sens, la Terre, elle nous donne quelque chose et nous, on lui rend. Et il faut se rappeler qu'il y a ce cycle de gratitude. Donc, eux, ils font de la bière, une espèce de chicha, qu'ils appellent ça, avec du maïs et du crachat, qui macèrent pendant un bout de temps. Donc, quand ils me servaient ça, des fois, j'étais content d'en donner un peu plus à la Pachamama qu'à moi. Mais du coup, à force de faire ces rituels, et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le rituel, il y a quelque chose de très puissant dans l'inconscient, c'est que moi aussi, j'avais de la gratitude et j'ai commencé à dire merci. Merci d'être en vie, merci pour la beauté de ces paysages. Et au fur et à mesure, j'ai eu l'impression d'ouvrir une petite fenêtre, justement, dans mon inconscient et de sentir que j'étais peut-être relié à quelque chose de plus grand que moi. Mais c'était encore une expérience parmi d'autres, mais c'était une croyance. Je me dis, c'est un peu leur monde, mais je le faisais comme ça, un peu machinalement. Et à la fin de cette mission, on a travaillé avec le ministère du Tourisme, on a passé encore un peu de temps en Amazonie. Et là, l'Amazonie, c'est l'inverse, en fait. C'est le nord de la Bolivie. Et là, on est vraiment avec les jaguars, les anacondas, une nature là où il n'y avait rien, il n'y avait que de la quinoa dans le sud de la Bolivie. Là, on avait une nature exubérante. Et donc là, on apprend on mangeait les fruits dans les arbres, on pêchait les poissons et on observait justement les chants des oiseaux. Il y avait toute cette dimension vraiment de la nature très présente. Et un des guérisseurs du village avec qui on avait passé un peu de temps, il connaissait vraiment toute la pharmacie, toute sa pharmacopée. Il m'expliquait ce qui était pour les courbatures, pour les douleurs des femmes enceintes, enfin il y avait tout ça. Et quand je lui ai posé la question de dire mais comment tu connais tout ça, lui il m'a dit les ancêtres, les anciens m'ont guidé, mais c'est surtout en fait dans les rêves et les plantes me parlent. Donc là, je me suis dit bon très bien, c'est pareil, c'est son monde, mais au retour, je me suis vraiment posé la question de me dire est-ce que ces gens qui vivent de cette manière en symbiose avec la nature et qui ont l'air d'être, il était beau, il était sage, il était vraiment authentique. En gros, de me dire, est-ce que lui, il me raconte des histoires ou est-ce qu'il a un niveau de conscience que moi, j'ai pas et que, en fait, c'est pas des croyances, mais c'est peut-être un autre niveau de conscience. Et je lui disais, bah, ok, pourquoi pas. Et il me disait, avec cette phrase, en partant, il me dit, de toute façon, toi, tu vis dans le béton, c'est mort, il te parlera jamais. Donc, je me suis dit, ok, bon. Et je suis parti comme ça, je suis rentré à Paris, j'ai vu les tours de Bobigny à l'époque et j'ai réalisé, en effet, que ce béton, en fait, il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai commencé à sentir ce manque que j'avais ressenti en étant avant un peu plus en lien avec la nature. Mais à un moment, il fallait payer son école de commerce, finir un peu tout ça. Donc ça, c'était une parenthèse pour moi. Et donc, je suis parti à New York. Et donc, les tours de Bobigny ont été remplacées par celles de Manhattan. Et là, c'était vendeur d'eau, en fait. J'avais accepté un taf pour une multinationale qui était Danone à l'époque. Et du coup, le but, c'était que l'eau soit présente dans les meilleurs restaurants, dans les grandes boîtes de nuit et les hôtels. Donc, plutôt sympa au départ. Sauf que moi, c'était pas au moment où la boîte ou le restaurant est ouvert, mais avant. Et tout le monde s'en foutait complètement de ce que j'avais à vendre, en fait. Donc, je tapais comme ça aux portes et personne ne voulait entendre parler de cette eau. Donc, j'étais là, je me disais, j'étais parti en mode, ouais, je vais aux États-Unis et tout. En fait, ça se passait pas du tout comme ça. C'était l'élément vent que j'avais un peu connecté là-bas en Bolivie. Ils aimaient bien parler des 4 éléments. Et là, c'était les portes qui me arrivaient dans la figure. Donc, c'était un peu un petit échec. Et je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Et je me rappelle d'un matin où je prends une douche comme ça. Et j'ai mis une petite musique bolivienne pour essayer de me motiver un peu pour aller travailler le matin parce que j'arrivais plus trop. Et puis, je ne sais pas si l'eau est conductrice ou pas des prières comme elle peut l'être de l'électricité. Mais à un moment, je me suis dit vraiment, genre, qu'est-ce que je fous là ? J'ai besoin d'aide, genre je fais une petite prière, je dis ça à la Pachamama, je mets quand même Jésus en copie, Bouddha, tout le monde, quand on prie comme ça, on ne sait pas, on dit qui sera disponible. Et pas longtemps après, je pense que ça devait être 1 ou 2 jours après, genre j'ai mon boss qui m'appelle et il me dit il y a le PDG des États-Unis qui veut te voir pour voir pourquoi à New York là ça décolle pas et tout. Donc il a envie de comprendre ça, donc il va passer une journée avec toi. Donc là, je ne suis pas super enthousiaste, quoi. Je me dis, bon, prends ton kawaii, parce qu'il y a l'air du vent. Et donc, il passe une journée avec moi. Donc, pareil, on tape à la porte des restaurants, on leur explique, on vend de l'eau et tout, à un prix un peu plus cher que les autres, dans des bouteilles un peu moins jolies. Et donc, tout le monde s'en fout. Et donc, à la fin, on se pose à la fin de la journée, on se dit, bon, comment est-ce qu'on fait ?
Et les États-Unis, c'est pas comme la France où quand on a une idée, il faut en parler au N+1, quand on parle au N+2, quand on parle au N+3, et peut-être qu'à un moment ça arrive. Là, lui m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je lui ai dit on peut changer de stratégie. La marque elle est vieillissante, il faut changer de distributeur. Faut pas aller voir les restaurateurs comme ça. Il faudrait y aller comme des clients. Parce qu'une fois, j'avais été comme un client et j'avais parlé d'Evian et le mec avait acheté derrière. Donc je lui ai dit on devrait faire genre les 30 meilleurs restaurants. On y va comme des clients et après derrière on leur vend et puis comme tout le monde se copie à New York, si on est dans les 30 meilleurs on sera dans le reste et puis ça, en termes d'image ça repartira sur les supermarchés tout ça et il me dit ok on va le faire. Donc là je suis content parce que je réalise que je viens de gagner un repas dans les 30 meilleurs restaurants de New York, donc bonne négociation. Sauf qu'après derrière je lui dis mais je vais pas y aller tout seul parce que c'est un peu la honte d'aller tout seul dans un super restaurant et de manger tout seul avec son truc. Il m'a dit ok, can bring your girlfriend. Donc je lui dis ok, je peux inviter ma copine, top. Donc là, je suis super content de ma double négociation. Je rentre chez moi, je réalise que j'ai pas de copine, par contre. Et donc, heureusement, je m'étais inscrit juste avant sur un site de rencontre, parce que c'était pour apprendre la langue. Des fois, c'est quand même mieux quand on connaît personne. Donc c'était vraiment cet objectif de linguistique que j'étais sur ce site de rencontre. Et donc, j'ai commencé à un moment, donc j'avais peut-être des potentiels dates, parce qu'aux États-Unis, il y a une date, donc on peut rencontrer quelqu'un. Puis après, on décide d'avoir une relation ou pas, bref. Et j'avais donc le tableau Excel avec les 30 restaurants et des 30 potentielles dates. Et ces 2 feuilles du tableau Excel, à un moment, je les ai fusionnées. Et je me suis dit, voilà, donc j'étais dans une autre logique. C'était soit j'arrivais à conclure le compte pour Evian, soit à conclure la soirée tout court. Et des fois, il y avait conclure les 2 en même temps. Ça, c'était le grand chelem, où j'arrivais le compte. Et à un moment, j'ai commencé à voir que ça dérapait. Moi, j'aimais bien. Au départ, on est pris dans cette énergie, tout ça. Et à un moment, je me rappelle avoir été au restaurant avec une fille et je rentre, je paye avec ma carte American Express. J'avais l'impression d'être un peu Zorro. Je la swipais comme ça. Et là, je rentre et elle me met un peu d'argent au milieu. Elle me dit non, je paye ma part, c'est 50-50 et tout. Et je lui explique que c'est l'entreprise et tout, ça fait partie de notre de frais. Elle me dit ah non, 50-50, c'est comme ça et tout. Donc là, je réalise qu'en fait, je reçois de l'argent pour amener une fille au restaurant et qu'on est sur un autre métier. Donc, je me dis, bon, il faut peut-être passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là que mon père m'appelle parce qu'il vient me voir et j'ai oublié qu'il devait venir me voir. J'étais un peu trop pris dans cette vie trépidante. Et mon père revient et là, je sens que mes soirées vont être un peu différentes. Donc, j'annule tous les petits prénoms exotiques de ce tableau Excel et je mets Alain à la place. Et moi, il faut savoir que nous, on a grandi dans une famille justement qui faisait très attention. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc le restaurant, ma mère elle disait toujours, on n'y va pas parce que c'est cher. Moi, avec Picard, je peux vous faire un truc pour beaucoup moins cher. Et cet argent-là, on peut nourrir une famille en Inde pendant 1 mois, donc on va pas au restaurant. Donc j'allais pas au restaurant et je me dis comment mon père il va réagir au fait que là, on va au restaurant, dans des grands restaurants justement. Et en fait, très bien. Il a commencé à boulotter tous les trucs, mais genre vraiment la crevette, un peu les tempuras. Et donc voilà, j'ai vu mon père qui oubliait un peu un certain nombre de principes. Mais quand même, en bon papa et chrétien, il a commencé à me remettre un petit peu des disquettes quand même, du sens de la vie, toutes ces questions-là. Il m'avait amené une Bible illustrée avec des petits dessins, au cas où je voulais pas vraiment trop retomber dedans, bref. Et d'autres, il me parlait de documentaires qu'il avait vus aussi. On avait un copain en commun, enfin, mon copain qui était le filleul de ma mère, Nathanaël, avec qui j'ai fait le film, qui avait fait un documentaire sur l'eau en Inde. Il m'avait parlé de Monsanto, justement, avec toute la question des graines. Et je parle avec lui, mais bon, je lui dis plus tard, mais j'aurais besoin peut-être de 2 mois au lit dans une autre vie pour justement me poser, mais pour l'instant, c'est pas trop l'heure. Et attention à comment on pose son intention, parce que moi j'ai dit ça, comme ça, je l'ai lancé. Je dis au revoir à mon père le soir qui rentre en France. Je vois la fierté quelque part de mon père. J'étais assez touché de voir mon père qui me disait au revoir en mode je peux mourir, mon fils il est en place, ça fonctionne bien pour lui. Et ça n'a pas duré longtemps pour lui justement parce que le soir même j'ai marché sur un ballon et donc je me suis cassé le pied, donc je me suis fracturé le métatarse, une triple fracture. Et je me suis mis donc au lit à regarder les documentaires. Donc j'aurais mieux fait de poser l'intention de je veux passer 2 mois allongé dans un sofa sur une île tranquille avec des palmiers pour faire des trucs. Mais là, j'ai pas précisé. Du coup, je me suis retrouvé au lit dans une chambre à New York, bloqué. Et j'ai eu la mauvaise idée de me rajouter sur une fracture, une dépression, en regardant tous ces documentaires dont il avait commencé à me parler, dont celui de Nathanaël, mon copain. Et donc là, ça a été le début de comprendre cette marchandisation du monde. Et là où moi, j'avais l'impression que l'eau, c'était un truc neutre, c'était sympa par rapport aux armes, au tabac, tous ces trucs-là. Il y avait toute cette mainmise et cette idée que
l'eau c'est un bien. Je crois que c'était le mec de Nestlé qui disait ça, le directeur à l'époque, qu'il y a les extrémistes qui pensent que l'eau ça devrait être gratuit et les gens pragmatiques qui disent non, tant pis, c'est juste un produit comme un autre, tant pis pour les pauvres, ils avaient qu'à avoir du pouvoir d'achat. Et là j'ai commencé à sentir une petite tension en moi. J'ai continué un peu à regarder et plus ça allait, plus je comprenais justement à quel point on avait été formaté à accepter cette souffrance animale, cette consommation et comment justement cette idée de comprendre notre inconscient pour justement nous vendre des produits, comprendre nos désirs et les faire matcher un peu avec des produits et le coût écologique que ça avait. Donc aujourd'hui, ça paraît de plus en plus évident, mais à l'époque, j'ai l'impression que c'était un peu moins le cas. Et plus on regardait des documentaires comme ça, plus à un moment, il y avait un peu la big picture qui s'ouvrait. Et j'avais l'impression que c'était vraiment marchandisation, destruction, aliénation et un peu contrôle, parce qu'avec ce déséquilibre justement dans les rapports de richesse, ça crée forcément de la violence et donc plus de contrôle. Et ceux qui ont pris un peu plus que leur part ne veulent pas forcément repartager. Donc, dans les scénarios, ça allait partir vers quelque chose de pas très sympa. J'avais vu une interview de Jacques Attali qui disait qu'à un moment, ça serait bien que tout le monde ait une puce, parce qu'on l'avait fait sur les vaches, elles n'avaient rien dit, et que ça permettait d'être connecté en temps réel à son frigidaire. Et je me suis demandé quel était le projet de société vraiment derrière ça. Est-ce que c'était ça? Et ça me paraissait tellement loin de ce que j'avais vécu en Bolivie, de ce côté harmonieux, et que je ne sais pas si mon but c'était d'être connecté justement à mon frigidaire ou à la Pachamama ou quelque chose d'autre. Et je me suis dit, il faut faire autre chose. Mais voilà, donc j'ai continué à regarder les documentaires. Là, YouTube, quand il sent qu'il y a une petite fracture dans votre conditionnement et votre vision du monde, c'est là où il envoie tout le reste. Genre les extraterrestres, qui a construit les pyramides. Et là, le truc, on ne sait plus. Après, il y a une espèce de truc, la physique quantique, genre il y avait tout. Et je ne savais plus trop. Je ne savais plus trop jusqu'au jour où j'ai rencontré une petite dame qui travaillait à l'ONU et qui m'a dit justement il y a besoin de faire le changement aussi dans les entreprises. Moi, je travaille beaucoup là-dessus et ça serait bien qu'on se rencontre et qu'on discute de ça. Elle me dit ce qui est important, c'est le changement intérieur. Et pas rester que dans la négativité. Donc elle m'avait un petit ami, elle m'a dit, bon, je te confirme, il y a quand même elle appelait ça la corporatocratie, genre la fusion des grandes banques, du Pentagone et de grosses entreprises pour essayer, notamment en Amérique du Sud, de prendre les matières premières. Et il y avait vraiment, ça c'est un autre documentaire en soi, mais en tout cas, c'était cette idée que c'est pas neutre, en fait, c'est que cette marchandisation du monde, elle est quand même bien organisée et que rien n'est fait, en tout cas, pour changer de vision. Elle me dit l'important, c'est justement la transformation intérieure pour retrouver cette puissance-là et faire des projets qui soient capables de fédérer au niveau local dans un premier temps. Donc elle, je me suis dit pourquoi pas, et je pense que c'est une des clés moi, que je trouve importante de partager aujourd'hui, c'est cette idée que on a l'impression qu'on croit que ce qu'on voit, en fait c'est cette idée-là, et je pense que c'est l'inverse, c'est qu'en fait on voit que ce qu'on croit, c'est-à-dire que c'est nos croyances qui déterminent ou pas ce à quoi on a accès. Et comme elle m'a parlé de méditation, de choses un peu plus différentes de mon quotidien, voilà, c'est comme si j'avais ouvert un peu mon filtre. Et quand j'ai reçu un mail d'un copain qui me disait « Je suis au Guatemala en train de faire une retraite », moi j'étais un peu déprimé et je ne trouvais pas de sens, j'étais encore un peu en train de boiter. Je me suis dit « Bon allez, je vais aller voir ça. Je vais venir te rencontrer et on va discuter. » Sauf que là, il me dit « Par contre, je rentre en silence après-demain. » Donc je lui dis « Très bien. » Je n'ai pas réalisé que j'allais rencontrer un gars avec qui je n'allais pas parler, que ça n'avait pas de sens. Et pourtant, j'ai décidé d'y aller. Et en y allant, ce que j'ai compris, en fait, enfin, j'ai compris plein de choses, mais lui, il m'a dit, bon, allez, viens, on va discuter tous les deux. Il avait regardé tous ces documentaires. Pour lui, et même pour moi, maintenant, je pense un peu aujourd'hui, il y avait cette idée que, genre, le réel, il est un peu entre Inception, Matrix, Avatar et Kirikou. Kirikou, c'est important, parce qu'à la fin, il dit, il n'y a personne, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Elle a une petite épine, la sorcière, dans le dos, et quand il lui enlève, ça devient une jolie princesse. Donc, bref, je pense que le cinéma, il a un rôle vraiment important dans les imaginaires. Et lui, il me dit, si jamais tu commences un peu toutes ces pratiques, ce qu'on fait ici, dans cet endroit au Guatemala, qui était magnifique, avec des volcans, un beau lac. Il me dit, t'arrêteras d'être genre le doigt, d'être juste le pion poussé par le doigt, mais tu peux redevenir le doigt qui pousse le pion et tu reprends ta vie en main. Et donc, il faut juste déconditionner un peu certaines croyances et certaines peurs. Donc, je lui dis, bah oui, ok. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire après? Je lui dis, bah, je vais travailler peut-être 5 ans et puis après, je fais un truc qui a du sens. Et là, il me dit, pourquoi tu ne le fais pas tout de suite? Donc là, je fais un petit moment d'introspection. Il y a une petite voix intérieure qui me dit « parce que tu as peur ». Donc je lui réponds honnêtement « parce que ce n'est pas le moment ». Et il me laisse quand même, avant de partir en silence quand même, et il me dit un truc un peu bizarre. Il me dit « il y a une fille là qui fait du tarot, et pose-lui une question, mais elle doit s'entraîner, elle cherche des cobayes, donc vas-y ». Donc moi, comme là, je me suis pris YouTube qui m'a tout ouvert, je ne sais plus où est le vrai du faux. À l'époque, j'étais encore un peu en train de me demander. Je vais la voir. Elle me dit « alors, quelle est ta question ?» Je lui dis, est-ce que je continue ou est-ce que je fais quelque chose qui a un peu plus de sens tout de suite? Et là, elle me sort des petites cartes comme ça, elle me dit, bon, soit
tu continues mais tu perds un peu ton temps, ou soit tu fais autre chose et là, le monde t'attend. Il y avait toutes les super cartes que je connaissais pas. Donc je me dis, pourquoi pas, et je me dis, allez, je vais aller méditer un petit coup là-dessus. Je vais méditer, et dans ma petite méditation, j'ai une vision. Et là, parmi tous les grands sages et maîtres spirituels du monde, celui qui m'apparaît, c'est Gérard Jugnot. Et j'ai un flash de Les Bronzés font du ski, en fait. Et je me revois, en fait, je revois la scène où ils sont en train d'essayer de récupérer Gérard Jugnot. Je ne sais pas si vous voyez cette scène où ils sont comme ça. Et en gros, il est avec son sac à dos, il est dans une crevasse. Et ils lui disent, vas-y, là, il faut le remonter. Il n'arrive pas à lâcher le sac à dos. Enfin, ils n'y arrivent pas. Donc, ils disent, lâche le sac à dos. Il lâche le sac à dos. Toujours pas. Enlève les chaussures, toujours pas. Et un moment, il dit, lâche la gourmette. Et il dit, ah non, je lâche pas la gourmette. Et il dit, si, lâche la gourmette. Et après, il lâche la gourmette et le gars s'élève. Et du coup, et là, je me dis, il faut que je lâche la gourmette. Et donc, la gourmette, c'était quoi? C'était New York. C'était genre la sécurité, tous ces trucs-là. Le statut social, tout ce qui va avec. Et du coup, je me dis, OK, et dans les phrases, dans les discussions qu'on avait juste avant avec la personne, il me dit, il faut que ça passe par le corps et tout. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Puis à un moment, je me promène le long d'un petit chemin. Et il y a un rocher où j'avais vu des mecs sauter. Et il y avait le lac. Et je me dis, OK, si je suis capable de sauter, ça fait à peu près 12-15 mètres, quoi. Si je peux sauter, je peux lâcher le confort. Je lâche la gourmette, quoi. Et donc, pendant à peu près 10 minutes, je me mets en face de cette corniche et je me dis, allez, je fais sauter et tout. Donc, j'avance comme ça et hop, j'ai un peu de mal. En plus, je ne suis pas complètement sûr que c'est là, parce que j'ai vu 2 rochers. Je ne sais pas si c'est de là qu'ils ont sauté ou de l'autre. Donc je me dis 12 mètres, si c'est des rochers en bas, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et là, pareil, je dis, pareil, je demande un signe ou je commence à demander. Et là, il y a un petit garçon qui vient comme ça, et il vient me voir comme ça, il me dit, t'as peur? Donc là, je le regarde, je lui dis, pas du tout. Dans l'ego, il y a 2 parties, je pense. Il y a la partie la peur qui te sauve, et la partie, genre justement, l'ego, la mauvaise partie, genre non, même pas peur. Et là, c'est celui-là qui a dû taper l'autre, et donc là, il a dit non, même pas peur. Et au final, il me dit non, n'aie pas peur, vas-y, quoi. Et donc, je me suis mis à sauter, donc j'ai sauté, j'avais quand même un peu peur, hein. Donc, j'ai sauté à 45 degrés, et donc 45 degrés comme ça, à 12-15 mètres, ça m'a mis une claque, sur le cul, mais genre vraiment très très forte. J'ai eu très mal, et j'ai regardé comme ça la corniche, et je me suis dit, ok, le changement, ça va faire mal au cul. Et c'est un peu la leçon, qu'on adore l'idée du changement, mais on n'est pas câblé pour changer. Mais en tout cas, après cette prise de conscience, je me dis, OK, on va changer. Donc je suis revenu un peu travailler. J'avais du mal à travailler après toutes ces prises de conscience-là. Donc c'est là où j'ai appelé après Nathanaël pour lui dire, il faudrait qu'on fasse un film, justement, et pas juste un documentaire déprimant sur ce qui ne va pas dans le monde et qui vous laisse avec de la peur. Je pense que la peur, c'est vraiment pas le bon moteur. Ça peut être l'étincelle au début, mais si on est juste dans la peur, la colère, je ne pense pas qu'on fasse vraiment des très belles choses. Mais on s'est dit, allez, quelque chose d'inspirant, un peu d'alternative et un peu de sagesse. Et du coup, il me dit, moi, je pars en Inde pour montrer mon documentaire sur l'eau, justement. Et on peut commencer là. Donc, on est parti vraiment en n'écrivant rien. Et je pense que c'est la beauté du voyage, quand justement on n'écrit pas et qu'on planifie pas, on laisse des interstices et de la place pour que la vie, justement, remplisse ces espaces-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a rencontré notamment Vandana Shiva et Satish Kumar, qui sont on va dire, ces activistes qui se revendiquent de la vision un peu gandhienne de l'économie. Et eux, on est arrivé avec la question un peu naïve par rapport à tout ce bordel ambiant. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Et je pense que c'est ça qui a conditionné tout le film. C'est qu'il nous a vraiment dit que ce soit le réchauffement climatique ou l'injustice dans le monde ou cette destruction écologique, c'est vraiment un symptôme. C'est pas le problème, mais c'est le symptôme d'une vision du monde. Et que tant qu'on ne change pas cette vision du monde, c'est-à-dire la relation qu'on entretient avec la nature, comment est-ce qu'on perçoit la nature, on ne pourra pas résoudre les problèmes qu'on a créés. Et donc ça a été un peu le point de départ. On s'est dit, OK, donc c'est pas un problème on ne va pas chercher d'alternative, il y a autre chose à creuser, c'est notre vision du monde. Et donc par rapport à ça, il y avait quand même des choses un peu concrètes. Je pense qu'on va écouter Satish Kumar, justement, quand on lui a dit par rapport à l'économie, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et donc il nous a parlé de l'économie en s'inspirant aussi de la nature. Est-ce qu'on a l'extrait sur l'économie en cycle? Do you think we should try to fix the system or to change the system? You cannot have unlimited economic growth in a limited planet. You cannot have infinite growth in a finite world. And so this system cannot go on forever. If it goes, it will destroy the world and the earth. And it cannot go backwards because then it will create unemployment and recession. So this system cannot be fixed. So we need to have a new system where you take from natural world what is your minimum necessity and your requirement and your needs, and when you have used it, you return it back to the earth.
So it's a kind of like a cycle. That's how nature works. You have leaves on the tree, and then in the autumn, that leaves will fall on the ground, and that will become nutrients to the roots, and that nutrition will go into the tree, and next spring, it will come again as leaves. So we have to learn from nature and create a cyclical economy. Donc ça, c'est un peu Satish Kumar qui a l'habitude de casser un dogme et mettre beaucoup de poésie avec. Et eux, par rapport à la nature, justement, c'est cette idée, un peu comme en Bolivie, que la nature aussi est un organisme vivant et qu'elle est intelligente, même si des fois on a du mal à le concevoir, et que les fourmis, elles ont un rôle quand elles creusent leur tunnel pour aérer le sol, que les excréments de la baleine elles vont aussi nourrir le phytoplancton qui lui aussi permet aussi de réguler pas mal de choses dans l'océan, et de comprendre vraiment la nature comme un organisme vivant et de parler de ça avec beaucoup de poésie, beaucoup de justesse. Et du coup, voilà, c'est sûr qu'on a voulu creuser un peu cette histoire-là après, de se dire ok, quel rapport on a avec la nature. Et on a continué. Après, je pense qu'un deuxième extrait, après on continuera un peu, de voir qu'est-ce que la philosophie, en tout cas en France, et cette vision un peu mécaniste et marchande dont ils nous parlaient beaucoup. Pour eux, le problème, c'était le rapport à la nature et dire qu'on a vu la planète juste comme une machine, et parce qu'on l'a vu comme une machine, on a pu permettre son exploitation, et que c'était vraiment ce point-là qu'il fallait un peu retravailler. Donc on a voulu savoir si c'était vraiment ça le problème, et on a été demandé à Frédéric Lenoir, justement, de nous faire un résumé de la séparation de l'homme et de la nature. Donc il l'a fait en 15 minutes. On a essayé de le condenser en 2 minutes 30 avec des petits dessins pour que ça passe dans un documentaire. Et je vous propose de regarder juste cet extrait-là pour justement creuser cette idée de la séparation de l'homme et de la nature. La séparation de l'homme et de la nature, ça remonte à très longtemps. En fait, je crois que le grand tournant, c'est le passage du paléolithique au néolithique. C'est-à-dire le passage de sociétés où l'homme était un nomade qui vivait de chasse et de cueillette et qui était intégré dans la nature, où l'homme se sentait dans un monde où il y avait des esprits, des forces invisibles, et qu'il fallait être relié à ces forces invisibles. Et il respectait la nature. Lorsqu'un homme chassait, il priait pour l'âme en même temps du gibier qu'il allait chasser, et il savait qu'il allait en retour faire un don à la nature. Lorsque l'homme va se sédentariser, ce qu'on appelle le néolithique, tout va changer. Parce que l'homme va se couper de la nature pour vivre dans des villages, puis des villes, et il va maîtriser la nature. Et à partir de ce moment-là, on va passer d'un état d'intégration dans la nature à un état de domination de la nature. La nature sera là pour servir les besoins de la cité, pour la servir en ressources naturelles, etc. Alors dans ce processus qui est très long, qui prend des millénaires, où la raison l'emporte de plus en plus dans l'homme sur l'intuition, sur d'autres qualités, le cœur, la manière dont on peut se relier par son corps à la nature, c'est la raison qui devient archi-dominante. Cette vision-là va amener une coupure totale entre l'homme et le monde. Et on arrive avec le judéo-christianisme déjà à une certaine forme de cette rationalisation très forte, puisque la nature n'est plus un jardin enchanté, ça devient un lieu que l'homme peut, comme dit la Genèse, utiliser, maîtriser, et puis progressivement ça va devenir pillé. Et c'est Descartes qui consacre effectivement cette idéologie-là avec son fameux l'homme possesseur de la nature, qui considère que le monde n'est qu'une mécanique inerte qu'il peut utiliser. Et là, on est totalement dans cette domination de l'esprit, de la raison sur la nature. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement la limite de tout ça. Tous les niveaux, sur le plan des conséquences dramatiques écologiques, sur le fait que les Occidentaux ne sont plus reliés à leur corps avec tous les problèmes que ça leur pose, de gestion de leurs émotions, de paix intérieure, etc. Et donc, il y a un désir de retrouver une harmonie avec son corps et avec la nature. Donc, il y a cette idée-là. Donc, on s'est dit qu'on avait une piste. C'était validé par la philosophie. Et on est parti ensuite en Amérique du Sud pour continuer un peu notre enquête. Et donc on a essayé justement de ne pas rester que sur les concepts, mais sur les expérimentations. Donc on a passé un peu plus de temps dans les forêts du Chiapas, dans le sud du Mexique. Et puis après on est redescendu un peu au Guatemala pour essayer justement de discuter un peu avec justement les différentes populations. Là-bas il y avait les Mayas, à l'époque on était en 2010. Et eux ils nous disaient justement que pour eux, dans leur fameux calendrier, c'était pas la fin du monde, mais juste la possibilité
d'une ouverture justement à une dimension intérieure qu'on avait un peu oubliée, qu'il y avait eu le siècle, la période des conquistadors et la période un peu plus, je veux dire, où c'était le corps, donc c'était vraiment le côté de cette domination par le corps, le physique, les guerriers. Qu'après, il y avait la dimension de l'intellect qui avait permis toutes les grandes aussi découvertes scientifiques, et qu'à un moment, il y avait aussi la dimension de l'âme qui allait venir, et que justement, cette nécessité d'avoir une intériorité allait revenir, mais que ça allait un peu se polariser, et que c'était une époque, en tout cas, qui allait être intéressante à vivre, parce que tout allait un peu se polariser. Je pense qu'on le voit un peu aujourd'hui. Et donc, on est tombé sur une petite dame au Guatemala qui, elle, était assez spéciale, parce qu'elle avait l'impression, comme la personne que j'avais rencontrée en Bolivie, d'avoir des connaissances, pas uniquement de manière intellectuelle, mais aussi dans ses rêves, à travers ses méditations, et qui était très lumineuse. Je pense on est convaincu par les gens, soit parce que, justement, ils sont brillants, il y a des choses, mais je pense que quand ils sont alignés et qu'ils sont lumineux, il y a une forme de contamination de la bonté, de la générosité, de la gentillesse, de la justesse. Et cette personne, elle avait ça, et quand elle nous parlait de ces choses qui avaient l'air un peu, pareil, un peu ésotériques, elle le vivait, en fait, donc il n'y avait pas de c'est vrai, c'est faux, c'était juste comme ça. Et elle, en tout cas, moi, elle m'a permis de mieux comprendre justement ce qui se passe dans notre esprit, et qu'on a, je pense, 90 000, je crois que c'est 70 ou 80 000 pensées par jour, et on en a 90%, c'est les mêmes que la veille, et qu'on répète toujours un peu les mêmes trucs. Et donc on est toujours dans ces schémas un peu mentaux, et comment justement un peu exploser le conditionnement à travers un peu plus d'introspection. Donc ça a été une bonne période justement de silence, de manger juste de la papaye et des avocats, donc changer de diète, genre passer du temps à faire des pratiques, et de voir comment, en fait, quand on calme le mental, ce qu'il y a derrière. Je crois qu'elle a une petite image pour parler de ça, on peut peut-être la mettre genre 2 minutes quand elle parle du mental et de l'allégorie avec le lac. Bienvenidos a su documental Plan B, señores y señoras, desde el lago de Atitlán transmitiendo. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Afuera de los... ¿Voy a hablar en español o en inglés? En español, ¿va? ¿Cómo? ¿O en inglés? Está bien, ¿no? Me parece mejor, ¿no? Pues sí, sí, porque en inglés voy a hablar mal inglés. Lo que pasa es que vemos solo un lado de la creación. Y esa es una característica del ser humano. Vemos solo lo que se ve, digamos así. Pero existe otro lado que es invisible, los ojos del alma, decimos en un sentido. La persona tiene que abrirse, abrir tu corazón, abrir su mente, para que esta percepción sea posible a sí misma. Existe el camino espiritual, las terapias, el yoga, la meditación y tanto que hay ahorita en el mundo para que el ser humano pueda abrirse y captar algo más de lo que normalmente capta. Un ejemplo, aquí el lago. Si venimos al lago tempranito en la mañana, podemos ver el fondo. ¿Por qué? Porque el lago está completamente tranquilo. Entonces tú puedes apreciar el fondo muy fácil. Si venís en la tarde, ¿qué pasa? Hay olas y las olas no nos dejan apreciar ese fondo. Si pasamos este ejemplo al ser humano, ¿qué sucede? En nuestra mente hay pensamientos, que si hago esto, que si hago lo otro, que tal vez sí, que tal vez no, que por qué, que si me voy, que si me quedo, taca, 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 en la mente, ¿verdad? Eso nos sucede a todos. La meditación lo que trata es de bajar ese taca, 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 calmar la mente de tal manera que te sea posible apreciar ese estado de silencio que está dentro de ti. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont victimes du tac, 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 tac en général ou pas, mais je pense que le fait de vraiment prendre un temps et de justement observer que ce tac, 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 on se rend compte que derrière, en fait, il y a une vraie intuition qui remonte, il y a des valeurs qui sont vraiment importantes, qui sont là, et on voit justement ce qui recouvre souvent justement l'envie de faire des choses et toutes ces peurs-là, et le fait, je pense, de prendre ce temps-là, ça vient connecter au fin fond des tripes de l'individu, et quand on fait ça, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'était comme s'il y avait un petit GPS intérieur qui revenait, et derrière tout ce que la société dit qu'il faudrait être et qu'il faudrait faire, il y a comme une force de vie qui revient, et je pense que ça, c'est un vrai cadeau, parce qu'une fois qu'on est en lien avec ça, et qu'on s'en sent, notamment dans des lieux qui sont beaux, comme ça pouvait être le cas au Guatemala, en lien avec cette nature-là, on a une puissance en fait qui émerge, et je pense que c'est ça dont on a besoin, et qu'en tout cas moi ça m'a donné envie de continuer à creuser, mais j'avais du mal à me dire que ça c'était le cerveau droit pour une fois, et qu'il y avait quand même mon cerveau gauche qui voulait comprendre
entre justement science et spiritualité. Est-ce qu'il y a des ponts à faire? Est-ce que c'est vraiment deux aspects, enfin c'est deux disciplines et justement il y aura deux visions du monde, ou est-ce qu'il y a des ponts à faire? Et donc on a discuté avec notamment avec des astrophysiciens, on a essayé de creuser ceux qui étaient les plus ouverts là-dessus, avec des historiens, mais en tout cas il y avait cette idée qu'on a vraiment, il y a eu un split à un moment justement où on a décidé que en gros, je pense que celui qui va vous le dire le mieux, c'est peut-être Bruce Lipton, parce que je vais vous en reparler après. Donc on va continuer. Je pense qu'avant de redire sur ce shift-là, on a encore à écouter peut-être un dernier qui doit être Bruce Lipton, ouais, et qui nous a raconté souvent l'histoire de comment nos croyances se forgent. Et après, comme ça, je peux vous pouvoir raconter la suite. Donc après, le dernier extrait, ça va être avec Bruce Lipton sur justement comment nos croyances collectives se forgent et comment on en est arrivé à ce monde aussi mécaniste et peut-être un peu trop marchand. Cassandra dans ce bois, j'ai réalisé que les certitudes sur lesquelles j'avais construit ma vie s'étaient effondrées tout au long de ce voyage. De nouvelles hypothèses les avaient remplacées, comme l'intuition forte que le monde n'était pas uniquement fait de matière, ou encore que courir après l'argent et la reconnaissance sociale nous éloignent de l'essentiel. Le problème, c'est que ces nouvelles croyances n'étaient pas du tout adaptées au monde qui m'entourait. Je voyais partout des appels à la consommation et au plaisir polluant. Je commençais à devenir un peu schizophrène. Il fallait aller consulter un spécialiste. On a donc pris rendez-vous chez le docteur Bruce Lipton pour comprendre comment se forgent les croyances collectives. Whatever. I'll get the water going, then you'll pick a tea. Okay. Perfect. When I first was talking about this, people said, he's crazy. You know, oh, you're crazy. And now I say some of the things I say, and the scientists go, what are you saying that's new? Now I'm boring. The world, as we see it, is an expression of the collective beliefs of the population, or at least a large number of them. And therefore, when we look at the world today in crisis and failing, and science has recognized that the extinction that it lies in front of us is due to human behavior, and that human behavior has been programmed by culture, then it says if you want to evolve and survive this crisis, we have to change the belief systems. Einstein's, I love the famous quote, is like, you cannot solve the problems with the same thinking that created the problem. And the beliefs are based on this. There are three questions they call the perennial questions that have been asked by humans for 10,000 years. How do we get here? Why are we here? And how do we make the best of it? Okay? The answers to the questions, when a population accepts the answers from some individual or some organization, they also make that individual or organization the truth provider for the rest of the questions of life. The church said the spiritual world is primary. But science, especially after Isaac Newton, said you don't need to have a spiritual element. It's just the physical world. It's like a clock. It's a machine. So when science took over, it was after Charles Darwin, because Charles Darwin provided the answers to the questions. As we got here through random mutations, why are we here? No reason at all, because it's an accident. How do you make the best of it? And that was when everything went crazy, because it said, oh, you live in a struggle. Evolution is a struggle. And to survive, you've got to fight and you got to compete. So we bought a belief that the world is not our friend, but we have to go out every day and fight for life. So we bought that belief.
That's the world we live in today. The belief of a material world, spirit's not really relevant, and that we're in competition to who's going to win and who's going to die. Those beliefs have now changed because the leading edge of science has new answers. So we didn't get here through random mutation. We got here through what are called adaptive mutations, the ability of an organism to fit the environment. And so every organism was part of a collection of a whole. There was no individual organism showing up. They were all created to fit into the structure of the environment, the biosphere. So we had a purpose. We were here to bring harmony to the environment. And because we haven't done that, we are now risking our lives. So the evolution is pushing us to the next higher level, to recognize that we are all one. All of humanity is one organism, and we are the cells. And that when we fight each other, we're killing ourselves, and we're destroying the planet. Every time the answers change, the previous civilization ends and a new civilization begins, built on a new truth and a new belief and a new way of life. So when the new science enters into the public, then the public will have a new direction and way to go. But we're at the stage where the old one is coming down and the new one is being built. And your work is part of bringing the world a new vision that is more sustainable, something that will keep us alive, rather than the beliefs that we've been using that are now killing us. And so you're seeing an evolution in process right now. Donc là, on a un petit résumé de pas mal d'histoires et de temps. Et bon, après, donc, on a continué à creuser cette idée justement de... On a dû faire le film, ça a pris un petit peu de temps. Et le prochain projet sur lequel on est là justement, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui les déductions philosophiques de certaines découvertes scientifiques. Et en effet, il y a plein de choses qui sont en train de changer, qui sont passionnantes. Moi, il y a d'un côté, j'ai continué à faire toutes ces pratiques et de se rendre compte qu'en effet, peu importe la voie, quand on va à l'intérieur de soi, il y a un moment, on vient toucher justement ces grandes valeurs qui peut-être nous manquent, qui sont la compassion, l'altruisme, le sens du service. Et je pense que tout ça, si on les enlève complètement, ça crée cette société-là un peu individualiste et on va avoir besoin, vu les défis qui nous attendent, de les reconnecter. Et donc, il ne suffit pas de les écrire sur les frontons d'une mairie, mais de les vivre intérieurement et de voir tout ce qui les recouvre. Donc ça, j'ai vu que à travers différentes traditions, c'est au moins ça qu'elles ont en commun et que ça, il ne faut pas le perdre. Et l'autre, c'est justement toutes ces nouvelles découvertes. Donc je pense qu'on n'a pas le temps de tout creuser, mais en gros, on sait que la neuroscience nous apprend d'ailleurs une chose très intéressante, il y a le bug humain qui résume bien ça, qu'en fait, on a dans notre cerveau le striatum, qui est cette partie du cerveau connectée un peu au cerveau reptilien, et qui veut toujours plus, en fait, qui veut toujours plus de sexe, de confort, toujours plus d'informations. Et en fait, elle n'est pas programmée pour s'arrêter. En fait, une fois qu'on a atteint le striatum, justement de l'information ou ces choses-là, elle veut toujours plus. Et en fait, la conclusion assez intéressante de ce neuroscientifique, c'est qu'en fait, justement, c'est justement la pleine conscience ou c'est changer une norme sociale qui va permettre de sortir de cette addiction à la dopamine qui date de notre époque de l'homo sapiens, où dès qu'il trouvait une petite baie, il était content, donc il cherchait comme ça. Et je pense qu'on appuie beaucoup sur ce bouton dans la société de consommation. Donc il y a cette première partie. Il y a tout ce qui concerne la physique quantique. Donc là, c'est très très long, c'est compliqué. Et sans partir dans du mysticisme quantique, c'est un peu le risque de partir dans la pseudo-science et de faire dire à la science ce qu'elle ne dit pas. En tout cas, ce qu'elle dit, c'est que la matière, quand on descend vraiment dans l'infiniment petit, on ne sait plus vraiment ce que c'est, nous échappe en fait. D'où après l'idée que est-ce que c'est vraiment de la matière ou est-ce qu'on est sur de la conscience. Et donc il y a plein de discussions philosophiques là-dessus, métaphysiques, mais pareil, c'est plus pour le prochain film. Et il y a tout ce qui concerne la nature. On se rend compte que les plantes, en fait, la nature, elle n'est pas bête et qu'elles ne sont pas mortes. Enfin, il y a une intelligence qui fait que dans une forêt, tout le monde communique entre elles. Quand un parasite attaque un peu trop un arbre, il sait se défendre. Quand une espèce comme les wapitis mange un peu trop un buisson,
en bout de chaîne, le buisson informe les autres, enfin ceux qui se font manger informent les autres et créent justement des fois des poisons pour que ça s'arrête. Donc il y a tout ça, si jamais on les met ensemble, ça crée une nouvelle histoire. Donc moi je pense que tout a été dit, enfin une grande partie, mais tout n'a pas été relié et que le travail maintenant justement des philosophes, des scientifiques, des gens plus spirituels, des journalistes, c'est de faire ce maillage et de commencer à tirer les fils de justement comment relier ça pour arriver à un autre récit qui n'est pas à inventer, mais qui est plutôt justement à creuser. Donc ça, c'est plutôt excitant. Moi, je me suis dit que c'était en tout cas une perspective, parce que quand on change notre vision du monde, nos comportements changent, et dans ce cas-là, ça peut aller très vite. Mais pour ça, c'est l'expérimentation, d'où l'idée de vivre un peu autrement. Donc moi, j'avais fait le tour à un moment de tous les lieux un peu alternatifs pour se dire, est-ce qu'on peut vivre autrement, avec justement plus de liens? Est-ce qu'on peut être plus en lien avec la nature, avec les autres, avec soi-même. Et du coup, j'avais vu qu'il y avait plein de lieux qui existaient. À l'époque, on en avait identifié 80. J'avais travaillé un peu avec le mouvement Colibri là-dessus. Et quand j'ai fait le tour de tout ça, j'ai vu que ça suffisait pas en fait à ce que ça fonctionne. Je me rappelle d'un endroit dont je tairai le nom. Et donc du coup, ils faisaient plein de réunions ensemble. Tout était en collectif. Et à la fin, il n'y avait pas de chef. Il y avait vraiment de passer vraiment d'un autre mode de gouvernance, voire d'autres choses. Et à la fin, il y avait tellement eu de conflits dans ce village-là qu'ils ont dû appeler un négociateur qui travaille d'habitude avec les Hutus et les Tutsis. Et il a dit, c'est plus facile avec les Hutus et les Tutsis. Et donc c'est là que je me suis dit que le problème vraiment de l'ego, ce que la spiritualité elle amène normalement, c'est à comprendre que voilà, il y a un ego qui ramène toujours à lui et qui nous sépare un peu du tout. Et quand on fait ce travail-là, ça permet d'être un peu plus en lien et d'être un peu moins égocentrique. Ça jouait et que c'est pas une question de structure, qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants, mais c'est plus une question de posture. Et qu'on peut avoir des outils, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on est face à un groupe et comment est-ce qu'on est capable de s'oublier pour être au service d'une raison qui nous dépasse. Et donc ça m'a permis de relativiser, de voir que c'était pas tout rose non plus le collectif et qu'il y avait des gens beaucoup plus alignés chez Danone que des fois dans le monde alternatif. Donc c'est vraiment l'humain, il y a ce bug à débugger. Mais quand même, il y avait besoin de lieux d'expérimentation, de lieux de régénération, de lieux d'inspiration pour justement essayer de se reposer des questions. Et depuis maintenant 4 ans et demi, on a créé un lieu où justement il y a cette dimension de nature, d'agriculture, donc de remettre les mains dans la terre, de trouver justement dans toutes ces pratiques ce qui était en commun dans ces outils de connaissance de soi, où on bouge le corps par le chant, par le yoga, par plein de choses. On arrive justement à descendre le tac et après avoir envie de connecter à ses envies profondes, à ce qu'on a envie de contribuer dans la société. Donc c'est pas la spiritualité comme une fuite, et genre je viens juste me toiletter le chakra et puis après je repars et puis j'oublie, mais vraiment genre qu'est-ce que je viens connecter pour après le mettre au service d'un projet. J'ai l'impression que quand on a connecté ça, il y a une forme de puissance, il y a une forme on va dire, un alignement qui crée, en fait, je pense, un peu plus on peut plus fédérer autour de nous. Nous, je sais qu'on avait commencé le projet et il y avait plein de métiers qu'on n'avait pas. Et le fait que ce soit un projet comme ça, un peu au service, c'était pas pour nous. Le nombre de personnes qui sont venues nous aider, nous ont appris des métiers qu'on savait pas faire. Ça a validé ça. Pareil pour le film, quand on a dit, il faut que ce film sorte. Et ça nous dépasse, mais genre, aidez-nous, de demander de l'aide, de se dire c'est au service d'eux. On a eu genre une distribution alternative, je crois que c'est plus de 500 associations qui avaient distribué le film. Et on a montré qu'il y a vraiment cette idée de reliance et que quand on a une vision et qu'on a envie de poser quelque chose qui est pour le bien commun, l'être humain, il a envie un peu de ça. Et donc je pense que c'est un peu ce qui nous manque, d'arrêter de se percevoir comme des atomes et isolés les uns des autres, mais aussi comme des communautés avec des projets, des envies, des rêves. Et quand on met ça ensemble, ça fonctionne. En tout cas, pour nous, ça a été une source d'épanouissement énorme. Donc aujourd'hui, moi, mon quotidien, c'est plus du tout d'aller vendre de l'eau, c'est de prendre soin. Et je pense que pour moi, la spiritualité, c'est juste ça. En fait, peut-être qu'il faut un autre mot que spiritualité, peut-être que c'est autre chose, moins connoté, mais de prendre soin des animaux. Il y a des alpagas, un âne, des moutons, des poules, il y a tout ça. De la nature, donc prendre soin de la terre avec ce qu'on met dessus, essayer de s'inspirer des principes de la nature pour comprendre que c'est un organisme vivant et que pareil, il n'y a pas de déchets et produire de la nourriture saine, c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens. Prendre soin des gens qui viennent. Donc quand ils viennent, c'est justement être sûr qu'ils se sentent bien, recréer le contexte que nous, on a pu expérimenter dans d'autres endroits. Et puis, essayer de prendre soin justement de soi. Et donc justement, prendre soin de toutes ces pensées compulsives pour essayer d'être présent. Et quand on crée un peu ce contexte-là, la vitesse, on a des chefs d'entreprise qui viennent, on a des médecins là qui sont venus il n'y a pas longtemps, et c'est de voir quand on crée ce contexte-là à quel point ça va vite et de retoucher l'authenticité de l'humain, en fait, ça ne demande pas des années, c'est juste quelques pratiques et d'arriver avec faire tomber le masque, qui est un peu symbolique de tout ce qu'on a aujourd'hui avec ce premier masque, mais de faire tomber ces filtres et après de parler des vraies questions existentielles qu'on oublie, il n'y a plus de lieu. J'entends pas souvent sur BFM Télé toutes ces questions qu'il faudrait peut-être qu'on se repose.
Et de créer ça, de mettre les mains dans la terre, d'avoir chanté, d'avoir fait plein de choses avant, j'ai l'impression que voilà, ça crée cette dynamique-là. Nous, en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez fertile dans ce choix après les projets qui naissent de toutes ces choses-là. Nous, ça nous rend heureux. Du coup, même la question du bonheur, on se la pose plus. Parce que j'ai l'impression que quand on a trouvé le sens, cette question du bonheur, on n'a plus le temps de se la poser. On travaille un peu plus qu'avant, je pense. Donc ça c'est pas la solution. On voulait un peu ralentir, puis des fois on est repris. Donc c'est aussi de trouver ces équilibres-là. Et du coup, voilà, en tout cas, là, ça a été pendant 4 ans, 5 ans, c'est ce que le lieu est devenu. Et là, j'ai l'impression qu'on a vraiment envie de mettre le focus justement sur accueillir justement ces différentes disciplines, que ce soit des scientifiques, des philosophes, des économistes, et faire en sorte que quand tout le monde se reparle, en fait, à la frontière de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le nouveau récit qu'on attend, et essayer de commencer à re-raconter ça. Donc ça, c'est un peu ça qui nous motive en ce moment, et le fait de refaire des films, justement, notamment pour les enfants, j'ai l'impression que d'ouvrir les imaginaires à toute la dimension de l'intériorité, du lien avec la nature, de ne pas vouloir sauver la nature parce qu'on va tous mourir s'il n'y a plus la nature, mais juste d'en retomber amoureux et de la revoir comme justement un espace un peu sacré dans le sens inviolable. C'est à cet endroit-là que j'ai l'impression qu'il y a des ponts à faire et que moi, ça m'amène de la joie de faire ça. Et donc ça, voilà, c'est le but de la Cambrousse, de ce qu'on a créé, de créer un petit oasis où le but, c'est pas forcément de vivre là, mais c'est juste de venir se poser, se régénérer avant de repartir dans le monde, parce que vu le chaos ambiant, il y a besoin de ça. Donc je pense que voilà, sur le futur, il y a un peu de suspense, mais que je vois que ça peut aller aussi très vite, que la destruction, elle est exponentielle, mais la prise de conscience aussi. Et donc il y a besoin de lieux pour vivre un peu autrement, autre chose. Et c'est un peu à ça que, voilà, pour l'instant, j'ai décidé de dédier mes dernières années. Et ça me rend plutôt heureux. Donc voilà, bienvenue si vous voulez venir à la Cambrousse. Merci beaucoup, Marc. Merci, Marc. On reste ensemble, c'est pas fini, mais il y a des questions et on va prendre un petit temps pour te les poser. Et encore une fois, le public qui applaudit Marc, comme nos autres invités, et ça fait plaisir de voir aussi que vous êtes venus nombreux et nombreuses ici au Ludilab. Alors là aussi, beaucoup de questions du côté de Cécile, beaucoup de questions. Marc, du côté des internautes qui nous regardent là en direct sur la chaîne Twitch du Ludilab. Honneur aux dames. J'adore. Moi, ça fait 3-4 fois qu'on se rencontre, Marc. À chaque fois, j'apprends des nouvelles choses sur cette aventure. J'adore. S'il n'y avait pas eu cette fracture et ces 2 mois, est-ce que tu en serais là aujourd'hui? Ou est-ce que tu penses qu'il y aurait eu un autre rappel de la vie? Enfin, voilà. Il y a un film comme ça où je crois qu'ils essayent d'échapper à la mort et puis à chaque fois la mort elle est rattrape. Ça revient, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Non, moi j'ai l'impression qu'on a du libre arbitre, c'est un grand débat, mais il y a un moment il y a quand même des petits rappels et que ça aurait pris une autre forme, je pense. Moi j'ai même l'impression avec du recul que quand on a la dame qu'on voyait au Guatemala là, elle disait genre pour elle c'est d'un point de vue métaphorique en tout cas genre la vie est une école en fait et la vie notre professeur et qu'on peut décider ou pas de prendre la leçon. Et que j'avais l'impression, moi j'avais des petits rappels d'une petite leçon à prendre. Et donc si j'avais évité, ça aurait été de pire en pire. Je pense que c'est de plus en plus grand en fait. Donc ça aurait été pas une fracture, ça aurait été pire. Quoi. Ouais, et avec le recul, tu avais peut-être eu des petits J'avais des petits rappels. Ouais. Moi j'ai pris la fracture comme un petit rappel alors de la Pachamama, genre t'en sais un peu trop pour continuer à faire ça. Donc reviens parmi nous. Donc je pense qu'en effet il y aurait eu d'autres choses, où je serais passé à autre chose, ça aurait été dans une autre vie, on ne sait pas. Chercher du sens, après je te passe la main promis Alex. Quand on n'a pas l'opportunité, le courage, je ne sais pas quel mot mettre avec, de traverser la planète ou de faire comme Valentin qui était là tout à l'heure, on fait comment? On prend quelques jours à la Cambrousse ou est-ce que finalement on peut trouver d'autres moyens, d'autres clés? Non, je pense qu'on n'est pas obligé de voyager. On peut déjà voyager, collectionner les paysages et il n'y a pas vraiment de changement qui se passe. Et je pense que c'est parce que justement, moi j'ai beaucoup voyagé que j'ai plus envie de le faire et que je me dis que tout était là. Mais des fois, il y a besoin du voyage pour en tout cas exploser un peu le conditionnement et sortir un peu du cadre. Et après, je pense qu'aujourd'hui, non, on peut le faire autrement. Et je pense que c'est plus de prendre du temps. Pour moi, en tout cas, il y a beaucoup de réponses qui sont à l'intérieur et le fait de prendre le temps de se poser des questions, de lire des textes un peu inspirés, de regarder des choses qui nous élèvent, d'avoir des discussions avec d'autres, en fait, ça peut, et des fois, moi je viens d'être papa là, et je sens qu'on peut s'émerveiller juste en réalisant la beauté d'un enfant qui vient au monde, de ce réglage du vivant qui est assez extraordinaire, et déjà ça, c'est une claque, et il n'y a pas forcément besoin de voyager, non, je pense que c'est plutôt de mettre l'intention de j'ai envie de grandir en conscience, ou j'ai envie de dépasser certains conditionnements, et après, je pense que la vie est bien faite, et elle nous envoie normalement... Mais le message n'est pas toujours sympa. Ça ne vient pas sous la forme qu'on a demandé. Moi, c'était une fracture, je préférais un petit mail ou un truc sympa. Mais non, globalement, je pense que de vivre avec cette vision-là, je me rends compte que la vie, quand même, elle est quand même bien faite et que
on prend même les épreuves qu'on est capable d'endurer, que c'est comme ça que c'est graduel et que, en tout cas, si on met l'intention de grandir en conscience, derrière, il y a plein d'infos et que c'est plus qu'est-ce qu'on veut et est-ce qu'on est prêt à se remettre un peu en question. Merci beaucoup. Alex, je vois que tu es au... Je suis au taquet. Ah bah oui, je vais pas louper mes questions, surtout vos questions. Twitch.tv/Ludilab, question de Héloïse de Châteaubriand. Alors, question très sérieuse, beaucoup de questions sérieuses. Qu'est-ce que la crise actuelle peut permettre de faire changer dans notre système de consommation ? Alors, la crise, il faut voir de quelle crise on parle. Est-ce que c'est crise économique ou c'est du corona ou... Bon, allez, on va dire le Covid. Le Covid. Moi, j'ai eu l'impression que c'était aussi le Covid, c'était un peu la nature qui sifflait la fin de la récréation et qui disait « Vous êtes tous punis, allez dans vos chambres et vous sortirez quand vous aurez compris qu'il faut faire un peu autrement là. » Et qu'il y avait ce petit moment-là où c'était l'occasion de dire qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superficiel. Et le fait d'être privé justement de relations sociales, je pense que ça a été fort. Et de se dire pourquoi est-ce que je me lève tous les matins. Et bizarrement, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a dit la santé en fait avant l'économie. En tout cas, il y a quelque chose qui était avant l'économie. On était prêt de mettre tout sur pause pour dire bah non, c'est le bien commun ou la santé qui est important. Donc la vie en fait avant l'économie. Et ça, c'est la première fois moi que j'entendais ça. Et c'est-à-dire que c'est possible. Avant, on avait l'impression que si jamais on arrêtait la croissance, c'était la fin du monde, tout s'effondrait, on allait tous mourir. Alors que non. Je pense que ça pose ça. Et je pense que ça a pu nous aider aussi à se rendre compte que... j'espère que ça a aidé à déconfiner aussi les esprits, ce confinement, et de se dire justement on a du temps pour soi, qu'est-ce qu'on ferait, et si jamais on n'était plus bloqué, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire, quel élan de vie est là en fait. Et je pense de connecter à tout ce qui était frustrant et de dire on peut faire autrement, je pense que ça peut être l'occasion de ça. Donc je pense qu'il y a deux scénarios, soit on part vers un truc justement encore plus un peu fasciste, un peu plus économie à fond, ou juste un peu plus d'écologie. Et je pense qu'on est entre deux, donc j'espère que tous ceux qui sont restés bloqués chez eux ont pu justement nourrir... C'est une petite leçon de Dame Nature ? Je pense que c'est un point de vue métaphorique. Je ne sais pas si la nature est fait vraiment ça, mais je pense qu'il y a un peu de ça, de se dire à un moment, on est en train de devenir plutôt le cancer de la planète. Et elle nous le fait savoir. Si on la voit comme un organisme vivant, comme disait Bruce Lipton, en polluant les rivières, en coupant les arbres, en prenant ce que pour certains indigènes, genre le pétrole, c'est le caca de la terre qui est au fond. Et donc quand on le met dans l'air, forcément, ça pue, c'est pas la bonne idée, quoi. Et donc de se dire, justement, là, on est là. Est-ce qu'on veut pas devenir justement le système immunitaire de la planète, genre prendre soin, qui serait une autre vision pour l'économie. Comment est-ce qu'on répare, comment est-ce qu'on crée du lien, qui ferait du sens, et que de rester là-dessus. Donc je pense que c'est à cet endroit-là qu'on peut le voir comme une métaphore en tout cas, mais moi pourquoi pas de se dire que on se calme pour savoir si c'est un organisme vivant, en fait, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Je me dis si jamais là, on est malade, le cerveau il envoie une information aux cellules et du coup les cellules elles se mettent à fonctionner autrement pour prendre soin de l'organisme en fait. On cherche toujours, enfin la nature elle cherche l'homéostasie, donc l'équilibre. Et je pense que ça pourrait être ce rappel-là, quoi, de se dire maintenant on va écouter les messages pour justement prendre soin de l'organisme, quoi. Et ça serait plus un sens plus noble que juste gratification sensorielle et casser la planète. On va rester dans la métaphore de la santé. Tout à l'heure, tu as parlé de contamination, de la gentillesse, de la justesse. C'est quoi le prochain virus souhaitable ? Moi, je pense que c'est l'élan de vie. Enfin, je pense que s'il y a vraiment un virus souhaitable, là, je pense que ça va être vraiment ce côté... Attendez, que je réfléchisse un peu, parce que je pourrais peut-être dire un truc plus... Un truc, ouais. Parce que sur le côté de la maladie, je pense que la maladie, c'est souvent l'idée de... Du mal qui a dit, c'est ça ? Il y a cette idée-là, que ça nous dit aussi quelque chose. Donc soit on s'occupe des symptômes, ou soit on va chercher les mots. Mais je pense que cette idée justement de la compassion et de l'altruisme et du soin, et que c'est ça vraiment ce virus-là, en fait, et qu'il faut propager ça et l'incarner. Moi, ce que je vois, c'est qu'en pas longtemps, quand on commence à se mettre en mouvement, qu'on commence à faire un petit pas, il y a cet élan qui vient, le sens, en fait, je pense que c'est quelque chose de très contagieux. Et de se dire, maintenant, le but, c'est de prendre soin. Ça peut être justement ce petit virus positif et de se dire que voilà, on va prendre soin de la planète. Prendre soin. Et de sa communauté, de son petit périmètre autour de quoi on est. Des fois, ce n'est pas forcément des énormes projets. Il peut y avoir aussi, pour en avoir vu, beaucoup d'ego, alors que la cause est noble, et des fois des tout petites choses, mais parce qu'elles sont justes. Après, elles grandissent, et que je pense que ce n'est vraiment pas la taille qui compte dans l'action comme dans d'autres endroits. Une question d'Alexis qui est à côté de La Rochelle. Je vous cite. Merci de dire « je suis en vie ». Fin de citation. Pourriez-vous m'expliquer ce raisonnement ? Le faites-vous encore aujourd'hui ? Alors,
Oui, tout à fait. Moi, je pense que la gratitude, même pareil, en neurosciences, ça qui est bien, maintenant la neuroscience vient nous dire plein de choses. Ouais, ça a été prouvé. Ça a été prouvé que le fait de dire merci, de se mettre en gratitude, ça envoie. Donc, c'est dans les nouvelles révolutions justement scientifiques, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est-à-dire qu'en fait, nos états mentaux influencent tout notre corps. Donc là, on est très loin de Descartes qui avait séparé le corps de l'esprit. Et le fait de se dire en gratitude, de se sentir bien, en fait, envoie un autre signal au corps. Donc déjà, ça c'est assez positif. Et donc non, je le fais encore, surtout que je m'émerveille le matin de la beauté, de ce à quoi j'ai accès. Avant de venir ici, pareil, je me suis refait un petit peu de gratitude, de voir pourquoi j'ai de la gratitude pour cet enfant qui est né, pour ce lieu-là, pour la beauté à laquelle je suis en lien. Et donc non, c'est un réflexe à prendre. Et concrètement, c'est-à-dire que vous êtes dans votre voiture et vous êtes en train de vous dire je me pose, non, je ferme les yeux, concrètement, avant de venir là, justement, je suis sorti un peu, je me dis tiens, il y a un petit peu de nature là. Et ouais, j'ai pris le temps juste de respirer et de me dire merci. Et à ce moment-là, quand je disais merci justement, même à la nature, justement, ce que je me dis, c'est le message que je veux faire passer, donc être sûr que j'y suis connecté. Et ben là, j'ai levé les yeux et j'ai vu genre un cerisier. Et il y avait 2-3 petites cerises toutes rouges que j'ai pris et que j'ai mangées là, juste direct. Et je me suis dit, petit clin d'œil de la nature. D'où la tâche. Non, c'est pas vrai. Je ne mange pas. Si, j'ai une petite tâche, là. Non. Non, ça n'a rien à voir avec la cerise. Ici. Mais ça, c'est fait. Merci, Alex. Mais ouais, donc voilà, Non, ça non, a mais été instantané, la gratitude. Cécile. Est-ce qu'il y a des choses dans l'actualité de ce début de retour à la liberté qui te rassurent, qui te disent « Ah ben oui, c'est passé un truc ». Là, je regarde pas beaucoup les informations, il faut le savoir. J'ai vu Ronaldo quand même qui symboliquement a poussé une canette de Coca. Et je Alors pense que c'est son sponsor. Je ne sais pas si c'était son sponsor en direct, mais genre ces joueurs de foot qui sont devenus des panneaux publicitaires et qui vivent plus des droits de sponsoring. Là, c'est-à-dire qu'il a fait un choix entre l'argent et la conscience, et il l'a posé devant tout le monde en fait. Et je pense que j'aurais pas aimé être le directeur marketing de Coca-Cola à ce moment-là. Mais je pense que ça c'est un signal faible, mais qui dit quelque chose de très puissant sur aujourd'hui en fait. La pollution que peut être le coca pour le plastique ou même pour le corps, parce qu'il n'y a rien de nutritionnel là-dedans. Ça ne devrait même pas sponsoriser du sport. Je me dis ça n'avait vraiment aucun sens. Donc généralement, tout ce qui n'a vraiment pas de sens dans cette période où ça part un peu en vrille est quand même un peu éjecté. Ça fait partie, je pense, des signaux un peu importants qui disent quelque chose, ou les jeunes qui décident de plus aller à l'école pour justement sécher les cours parce qu'ils veulent un autre avenir et mettre sa vie en péril. Et donc, sa vie professionnelle un peu en péril, et de se dire que c'est les enfants ou les adolescents qui demandent à leurs parents d'être un peu plus responsables, c'est aussi le signe qu'on en a été trop loin et qu'il y a peut-être des choses à changer. Donc ça fait partie des signaux faibles qui annoncent quand même une transformation et qu'il y a une évolution quand même en cours. D'ailleurs, en parlant de football, pour celles et ceux qui ne sont pas connectés, parce que nous, on est ici depuis ce matin, on n'est pas sortis, partout entre la France et la Hongrie. Plus sérieusement, oui, mais c'est vrai en plus. Plus sérieusement, j'ai aussi une autre question. J'ai Nefins qui dit « Comment as-tu l'idée de faire ce film ? D'où t'es venue l'idée ? As-tu déjà fait d'autres films documentaires à part celui En quête de sens ?» Alors, l'idée, c'était justement de voir des films documentaires déprimants et de voir que il manquait quelque chose, il n'y avait pas cet élan, il n'y avait pas cet appel. Et je pense que c'est un peu le piège même de beaucoup de collapsologues, où on n'est que dans ce qui ne va pas, que dans la vision un peu quantitative des choses, et qu'il faut l'autre pan, en fait, qui est la partie justement plus qualitative et émotionnelle, et que le cinéma amène. C'est pour ça que je me suis dit, je voulais tester de voir ce qui se passait quand j'intervenais, mais en même temps avec des images, parce qu'il y a le son, il y a l'image, et je pense que ça vient aussi nourrir un autre imaginaire. Donc c'était l'idée de la puissance du récit, de la puissance des films pour faire ça. Et après, on n'en avait jamais fait. Et donc, justement, c'était l'idée avec Nathanaël de se dire on fait un espèce de mélange entre J'irai dormir chez vous, En terre inconnue, les films Arte que personne ne veut regarder parce qu'ils sont un peu chiants, sous-titrés en allemand. Et donc, de trouver une autre forme. Et en fait, on ne savait pas. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que c'est des professionnels qui ont fait le Titanic et des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé. Et qu'à la fin, le Titanic, il a coulé. A priori, on ne sait pas si c'est vrai. C'est une métaphore. Mais que des fois, le fait d'être un amateur, mais de mettre tout son cœur dans ce qu'on a envie de faire, c'est plus long. Nous, on a mis 4 ans à sortir ce truc. Mais du coup, ça nous a permis de le mettre avec beaucoup plus de cœur, en fait, et d'être vraiment maître de ce qu'on avait envie de faire. Et donc maintenant, on pourrait en faire d'autres. Mais sur le premier, c'était vraiment... Et donc, ne partir autour du monde avec un film qu'on n'a pas écrit. Parce que c'est-à-dire qu'après, on s'est retrouvé, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec 90 heures de montage. Et donc, en fait, là, de choisir les trucs, on s'est un peu arraché les cheveux. Et en même temps, plus on relisait les interviews, plus on comprenait la puissance. Et à chaque fois, il y avait l'arbre qui cachait la forêt. Et à force d'entendre certaines paroles de sagesse, je pense que ça permettait de les digérer un peu plus au niveau cellulaire. Mais donc voilà, c'est pas parce qu'on n'a jamais fait un truc qu'il ne faut pas se lancer. Et que c'est en marchant que le chemin s'ouvre et qu'on trouve après
aussi les compétences pour aider et pour nous, pour que ça existe. Alors, au cours de ce film et puis depuis, tu as rencontré beaucoup de personnalités inspirantes. Aujourd'hui, quelle est là où les personnalités que tu rêverais, avec qui tu rêverais d'échanger, de faire venir à la Cambrousse, par exemple, ou ailleurs? Alors, moi, je pense que ça serait maintenant des mortes ou vivantes, on a dit. Alors, je sais pas trop. Vivant, j'ai envie de dire les deux, peut-être. Soyons fous. Non, je pense que il y en a un en ce moment que je regarde, mais c'est vraiment le début, qui s'appelle Bernardo Kastrup. Et lui, en gros, et je pense que c'est dans le prochain interview que j'ai envie de faire avec lui, parce que lui, il part du principe qu'il y a deux visions du monde. Il y a la vision matérialiste, donc tout est matière, et il y a l'autre version qui était plus l'idéalisme, genre tout est conscience en fait. Et lui, il est un PhD je crois en philosophie et aussi en computering, en science, sur tout ce qui est ordinateur. Et lui, il est en train de déglinguer le matérialisme en mode ça marche pas du tout, les hypothèses sont fausses, ils sont devenus le nouveau clergé qu'ils ont pourtant combattu. Et là, il a toute une idée de pourquoi est-ce qu'en fait même ce corps-là, nos sens nous donnent accès à une réalité, mais il y a une autre réalité derrière cette réalité. Et je pense que quand c'est des scientifiques et philosophes qui sont autant à fond là-dessus, ça vient bouger un peu les lignes. Et je sens que lui, là, quand je l'écoute, il est pas mal. Donc je vais creuser un peu. Ouais, et une personnalité morte? Et morte, qui on aimerait bien une petite soirée où on invite Coluche, Bob Marley et Nelson Mandela, ça peut être sympa, quoi. Ouais. Je vote pour. Tu votes pour, très bien. Donc, je me tourne vers le public pour savoir s'il y a des mains qui se lèvent, s'il y avait éventuellement des questions. Et pendant ce temps-là, non, de mon côté, je n'en vois pas. Il y a d'autres questions qui sont tombées sur la chaîne Twitch du Ludilab. Sylvain nous dit, dans une autre vie, qu'auriez-vous aimé faire? Qu'avez-vous fait? Ouais, c'est ça. Est-ce que tout est en même temps? Est-ce que on ne sait pas? Non, moi je pense que là je vis vraiment la vie dont je rêve, en fait, qui correspond à ce que j'avais rêvé de vivre. Donc moi je suis pas trop dans si j'avais dû. Je pense que c'est un des problèmes de l'ego, qu'il est toujours content de. Après ça sera mieux en fait. Donc je suis moins là-dedans. Pour l'instant j'essaie juste de vivre ça. Et s'il y avait autre chose, je sais pas. Pour l'instant je recule, prendre soin de la terre. Des animaux et d'échanger sur ces sujets un peu métaphysiques avec d'autres, ça me nourrit. Donc pour l'instant, après, si j'avais été footballeur, j'aurais bien aimé, j'aimais bien le foot. J'aurais profité aussi pour virer Coca-Cola et Heineken. Mais sinon, non, je pense que cette vie-là, elle me plaît. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais plus envie de prendre la parole. Moi, je communique pas beaucoup. Je me suis un peu suicidé réseaux-socialement parce que j'avais plus le temps et parce que ça nourrissait moins cet imaginaire. Mais là, de dire que je vis quelque chose qui, moi, me nourrit, me fait du bien et de dire que c'est possible, c'était plus ça que j'avais envie de partager. Et donc, pour l'instant, voilà, je vis mon rêve. J'ai juste peur de me réveiller. C'est ça qui me fait chier. Je me dis, ça se trouve, c'est vraiment un rêve, cette réalité. Et là, je vais me réveiller et je vais me dire, ah non, en fait, je suis pas moi. C'est beau. Et je sais pas ce que je suis. Un autre truc, mais... C'est beau. Il y a une maman qui nous envoie un message à quelques kilomètres d'ici, des Herbiers. Christelle, je suis maman de 2 garçons. Le soir, j'essaye de les poser de temps en temps avec un petit exercice de méditation. Auriez-vous des conseils à me donner? Que peut-on faire en famille pour éviter le taka, 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 taka? Alors, moi j'ai une compagne qui travaille beaucoup là-dessus, qui a fait des petits jeux et des petits grimoires pour les enfants. Donc c'est un truc avec des cartes. C'est comme des jeux un peu plus, on se pose des questions en famille. Et je pense que ça marche. Et après, c'est de le faire de manière ludique. Je pense que les enfants, en effet, ils sont très canalisés. Mais quand on arrive à faire une manière un peu ludique, moi, on médite, il y a un enfant à la maison qui a 6 ans, qui est celui de Mallory avant. Et puis après, je viens d'être papa, là, comme je disais, depuis 3 mois. Et en fait, on voit sa maman, elle le met d'une certaine manière avec des outils et justement un peu de méditation. Mais c'est beaucoup de jeux. Et de les connecter à qu'est-ce qu'ils ressentent, quels sont les personnages intérieurs qui sont présents en termes d'émotions, de les aider à identifier tout ce monde intérieur. C'est un des projets de dessin animé sur lesquels elle travaille en ce moment, justement. Et quand ils identifient les petits monstres ou les différentes parties et qu'on sait les reconnaître, ça, en fait, ça diminue tout de suite puisqu'on n'est plus identifié à cette émotion, à ce qui se passe là. Ça marche pour les adultes aussi. Quand on comprend les sous-personnalités qui nous pilotent et qu'on sait que là, on a tel... le loser qui est en conflit avec la super déesse qui est un peu hautaine et que c'est ces 2 trucs qui se rencontrent dans le couple, par exemple, hop, on les enlève et on se rend compte que c'est des personnages. Donc ça existe pour les enfants et je pense que ça, c'est un gros raccourci. Donc les aider à appréhender leur monde intérieur, ce qui se passe, trouver les formes des personnages. Il y a des écoles alternatives qui utilisent genre le crocodile pour dire quand il n'est pas content. Oui. En CNV, il y a genre la girafe je crois, qui est là. Et donc voilà, je pense que c'est d'utiliser leur imaginaire pour leur montrer qu'il y a un monde intérieur. Et quand ils maîtrisent ça,
Moi, j'ai vu dans des endroits, ce même endroit où il y avait les Hutus et les Tutsis, où ils n'avaient pas tout réglé, ils avaient quand même une école où ça fonctionnait bien. Et je me rappelle d'enfants qui, ensemble, se disputent. Et il y en a un qui signe genre la fin de la dispute. Ils se mettent en cercle ensemble. Et à un moment, ils disent, donc il y a un animateur et qui dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'autre, il explique pourquoi il s'est disputé avec l'autre. Est-ce que c'était la meilleure manière de répondre aux besoins? Non. Quel était le besoin? L'injustice, parce que... c'est la communication non violente. Et derrière, une fois qu'il avait mis le doigt sur son besoin, et ben derrière, ils sont remis à jouer tous ensemble et le conflit il était fini. Il n'y avait pas eu d'adultes, il n'y avait rien eu. Donc je me dis que quand cette maturité-là, et si on donne ça aux enfants, ça veut créer quand même beaucoup moins de conflits. Je pense que si Valentin Nicolas qui était Sarkozy... là tout à l'heure, il a dû aller dans cette école-là avec ses potes. Parce qu'ils je pense que si Nicolas Sarkozy avait fait ça, il n'aurait pas attaqué la Libye, il y aurait eu des morts en moins, l'Irak avec George Bush aussi. Donc je pense que ça serait bien que les politiciens fassent un petit peu de communication. En tout cas, juste en un mot, Marc, vous faites du bien. Merci. Merci à vous. Bon, ça, merci beaucoup. Allez, une toute dernière avant d'arriver à la clôture de la première partie officielle de cet exploratorium, qui avait pour thème Cherchons du sens. Le film que tu as réalisé s'appelait Enquête de sens. Pour terminer, c'est quoi le message, ta prochaine quête? Ce avec quoi tu aurais envie de terminer? Alors, moi je pense que vraiment le sens, il faut à un moment arrêter de le chercher, puisque sinon on est toujours en quête avec son sac et tout, ça ne s'arrête jamais. Je pense que le sens, il nous trouve à partir du moment où justement on calme un peu le mental, le tac. Mais pour moi, dans le message, c'est vraiment cette idée du nouveau récit. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en parlent de cette idée qu'on est une espèce fabulatrice et qu'on se raconte des histoires. Et parce qu'on a le langage, on se raconte des histoires. Et c'est une fois qu'on a déterminé cette histoire qu'on fait corps. Et que là, il y a vraiment urgence de raconter un peu, de faire des films. Et que les entrepreneurs, et je pense les responsables d'associations ou même les artistes, se mettent un peu ensemble et qu'on pousse un peu ces thèmes-là pour justement que ça fasse un horizon un peu plus sympa. Et je pense qu'encore une fois, le cinéma, moi, c'est à ça que j'ai envie maintenant de aussi repartir, maintenant que ça a été un peu ancré, incarné, tous ces concepts-là, pour justement faire des messages qui soient inspirants. Et quand on part de la salle, on a le cœur ouvert, on a cet élan qui est là et on a envie de rencontrer la vie avec un grand V, quoi. Merci Marc. C'était une fois de plus un vrai bonheur. Merci. Je pense qu'on peut applaudir Marc et le remercier pour sa Merci présence et pour ses partages.